Respecter et protéger la nature, cela commence par apprendre à mieux la connaître. Elle a beaucoup à nous offrir si on la laisse se développer et c'est notamment le cas en matière de santé. On va découvrir aujourd'hui le jardin de la Vouivre, ici à Lannes, plus précisément à Ohain. C'est un lieu magique, vous allez le voir, que l'on doit à notre colibri du jour, Virginie. On va la rejoindre là-bas au jardin. C'est un lieu où elle cultive des plantes sauvages, médicinales et comestibles. Bonjour Virginie. Bonjour François. Alors, on a du mal à le croire quand on arrive dans le jardin, mais quand tu es arrivé ici, toi, il y a 20 ans, hein, plus ou moins, il n'y avait rien en fait sur ce terrain. Donc, je suis arrivée il y a 25 ans, il n'y avait rien. Il y avait des chevaux, donc il y avait tout mangé. Les anciens propriétaires avaient arraché toutes les haies parce que c'était compliqué à entretenir, et donc il n'y avait rien du tout. Et toi, tu as créé un jardin qui est structuré, d'une part, mais en même temps qui laisse vraiment la place à la nature, aux plantes sauvages, qui ont une utilité aussi. Oui, en fait, ma grande passion, ce sont les plantes sauvages et médicinales. Ouais. Parce que quand j'ai commencé, en fait, j'arrachais beaucoup de petites plantules quand je nettoyais mes parterres. Et puis, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Et chaque fois, je voyais que ce que j'arrachais, qui était une mauvaise herbe, était une plante qui avait des vertus médicinales. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Oui, tu t'es formé un peu par toi-même, de façon Je me suis autodidacte. au début formée par moi-même, et puis j'ai fait toutes sortes de formations de naturopathie, d'herboristerie, etc. Ouais. Mais depuis 25 ans, je fais ça. Et on se rend compte vraiment que quand on laisse faire la nature, il y a énormément de plantes qui arrivent spontanément et qui ont plein de vertus possibles en fait. Oui, en fait, la majorité des plantes qui sont des plantes sauvages ont des propriétés médicinales. Médicinales, on peut les cosmétiques aussi, on peut les consommer. Et puis il y a d'autres utilisations. Toi, tu utilises notamment les plantes au niveau de ton activité artistique aussi. Oui, en fait, je peins avec mes peintures, avec mes plantes. Je prends les plantes, je les distille. Donc c'est un procédé d'extraction des composés aromatiques. Ouais. Et avec cet hydre-là que j'obtiens, ou cette huile essentielle, je peins. Alors ça ne fait pas de couleur, ça change pas, ça modifie pas les couleurs, mais ça modifie les émotions qu'on a en peignant. Quand, par exemple, tu prends une tisane au tilleul, ça ne va pas faire le même effet que si tu prends une tisane d'origan, par exemple. Ouais. Et donc, dans la peinture, c'est la même chose, parce que je suis imprégnée de cet hydre-là, et donc ça joue sur mes émotions, et la peinture, ce sont des couches d'émotions, et donc ça joue sur la façon dont je vais travailler ma peinture. Tu accordes justement, toi, beaucoup d'importance aux énergies, Oui. notamment ici dans le jardin. Oui, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est un lieu énergétique très, très fort, très puissant. C'est un très, très vieux lieu. En fait, Ohain, c'est un très, très vieux village. Il y a beaucoup d'endroits d'énergie. Il y a des sources qui sont guérisseuses, qui sont plus utilisées comme telles aujourd'hui parce que toutes les autres surfaces ont été polluées. Ouais. Mais il y a encore des gens qui viennent à la source pour ces vertus supposées. Et donc, au niveau des plantes, ce que tu dis toi aussi, c'est que elles ne poussent pas par hasard en fait. Toutes ces plantes, d'une année à l'autre, on retrouve des plantes qui soignent pour certaines raisons. C'est ça, explique-nous. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a sur le lieu où on habite, où on est installé, toutes les plantes qui soignent les maux qu'on attrape dans ces lieux. D'accord. Et d'une année à l'autre, on a une sorte d'envahissement de mauvaises herbes différents. Et souvent, enfin la plupart du temps, c'est les plantes dont on aura besoin l'année suivante pour faire face aux maux quotidiens. Et toi, en te basant sur ça, sur les énergies aussi de cet endroit, ça t'a aidé au fil de ta vie? Oui, moi j'ai eu un problème de santé, et en fait toutes les plantes qui m'ont aidé à sortir de ce problème de santé se trouvaient dans mon jardin. Ouais. Et c'est les premières que j'avais récoltées, et c'est les premières avec lesquelles j'avais travaillé. Je ne savais pas du tout que c'était celles qui allaient m'aider.
Mais elles étaient là, tout est là. Ouais. Ici, tu es en train de récolter des roses. Tu vas en faire quoi exactement? Alors ça, c'est une variété de roses de Damas. Ouais. Je vais les distiller et je fais de l'eau de rose. D'accord. Qui est utilisé? C'est utilisé en cosmétique pour la peau. Mhm. La rose, c'est une grande plante amie de la femme qui vieillit. Ouais. Enfin, qui ne veut pas vieillir. Ouais. Et puis, donc c'est une peau qui est utilisée pour les peaux matures. Mhm. Justement, ici, c'est un jardin plus spécifiquement dédié aux femmes, c'est ça? Oui, c'est un jardin en fait qui reconnecte la femme à la nature. Mhm. C'est un jardin de femmes. Ouais. Un jardin que tu as aussi toujours voulu ouvrir un maximum. Tu veux que ce soit un endroit de ressourcement, aussi un endroit didactique finalement. Et donc tu l'ouvres régulièrement. Il y a des gens qui peuvent venir ici se balader. Oui, c'est un endroit en fait de transmission de connaissances. Donc je l'ouvre, ça fait 20 ans que je l'ouvre. Ouais, ouais. Ici je l'ouvre, j'ai mis des petits panneaux sur certaines plantes sauvages pour expliquer en fait leurs vertus et leurs qualités, pour que les personnes, quand elles se promènent, au début elles se disent tiens mais il y a des mauvaises herbes dans ces parterres, c'est pas un parterre à l'anglaise Ouais. avec des massifs impeccables, non, il y a des choses, il y a des framboisiers qui poussent, il y a des pierres des bois, il y a toutes sortes de choses qui ne devraient pas s'y trouver. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on apprend à les connaître, on a plus d'empathie pour ces plantes, et donc après on lâche un petit peu cette sorte de comment on appelle ça. Souvent les jardins sont très stricts et rigoureux. Je me souviens quand j'étais jeune et que j'allais voir le jardin anglais, dès qu'il y avait une plante qui dépassait, ça me stressait. Oui. Pour le jardinier qui avait fait le jardin et qui ouvrait son jardin. Et là, ça permet vraiment de lâcher par rapport à ça. Et donc il y a plein de gens qui sont venus découvrir ce jardin. Et puis voilà, au fil du temps, qui se sont impliqués. Et il y a notamment Monique qui a procédé comme ça. Elle s'est impliquée dans le jardin. Et je vais aller la retrouver peut-être pour discuter avec elle de ce qu'elle a trouvé dans ce lieu si particulier, si magique que tu as mis en place. Oui, On se retrouve tantôt? on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure alors. Au revoir. Bonjour Monique. Bonjour François. Tu es en train de profiter du jardin. C'est un endroit que tu as découvert un petit peu par hasard, hein, je pense. Oui, j'habite à Lannes depuis 3 ans et je me suis beaucoup promenée et par hasard, j'ai vu le jardin qui était ouvert et il n'y avait personne. Donc je n'ai pas osé monter jusqu'à la maison. Mais ce qui m'a frappé, c'est que c'était un jardin pas ordinaire, très structuré, avec beaucoup de couleurs et avec des petites pancartes explicatives. Et il y avait notamment une pancarte qui demandait de l'aide si on avait le temps de consacrer un peu d'aide au jardin. Et donc tu as contacté Virginie. Voilà, c'est comme ça que j'ai contacté Virginie. Et puis, donc tu donnes un coup de main, c'est ça maintenant? Voilà, je donne un coup de main, mais j'apprends aussi beaucoup de choses parce que ici c'est un jardin avec des plantes sauvages. Il y a aussi des buissons cultivés, etc. Des plantes sauvages, des plantes médicinales. Et c'est aussi un jardin qui est conçu comme une peinture avec des couleurs. Oui. Et donc qui est structuré. Donc chaque partie est différente, a une couleur différente et un but différent. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'était que c'était un jardin qui avait du sens. Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est très important, que c'est un jardin avec du sens et qui aussi apprend à avoir un autre rapport avec les plantes, ne pas tout contrôler, parce que la nature a toujours raison. Oui. Parce que dès qu'on laisse les parcelles, par exemple 2 ans, ce sont les dominantes qui ont tout envahi et on recommence. Oui. Donc c'est un jardin qui a du sens et qui est en évolution. On en a parlé avec Virginie, il y a plein de plantes qui ont des propriétés médicinales. Oui. Toi, c'est quelque chose qui doit te parler parce que tu as une carrière de médecin et d'homéopathe aussi, donc ce sont des choses qui te touchent évidemment. Oui, ça me touche parce que non seulement je suis médecin et homéopathe, mais j'avais un ami qui était secrétaire de la société comme pharmacien, qui s'occupait donc de l'enseignement des plantes, etc. en Belgique.
Mais cet enseignement, c'est très chimique. Ouais, oui. C'est très chimique. Et en Belgique, il n'y a plus vraiment d'enseignement de thérapie par les plantes. Et donc, moi, j'ai fait l'homéopathie, l'école d'homéopathie Unicis. Ça veut dire qu'on utilise un remède à la fois. Mhm. Et si ça ne va pas, on cherche un autre remède. Alors, en homéopathie, on utilise les plantes, surtout les toxiques. C'est presque toujours des plantes toxiques. Ouais, ouais. On utilise aussi des venins, des métaux et aussi des produits inertes. Et aussi, par exemple, des choses comme le lait. On peut diluer le lait ou aussi des médicaments, des molécules pharmaceutiques. Quand les gens ont eu des effets secondaires, on peut aussi les utiliser. Donc, en fait, c'est à l'infini, si on veut. Ouais, Et il y a très peu de recherche, mais c'est très dommage. Donc ici, finalement, on est dans un lieu qui peut servir justement au niveau expérimental. Et on est dans un lieu rare, qui est un refuge pour la biodiversité. Il en faudrait plus, finalement, des lieux comme ici. Oui, mais bon, la biodiversité, à l'âne, moi je me promène beaucoup et il n'y a plus rien. Ouais. Donc quand vous promenez dans les bois, etc., il n'y a plus les plantes sauvages. Parfois on en trouve une. Et puis je demande à Virginie, oui, c'est une plante sauvage, mais bon, on n'en trouve presque plus. Je fais une photo, puis je demande, parce que bon, elle les connaît toutes, ou bien on regarde dans un bouquin. Enfin. Mais il n'y a quasi plus de biodiversité. Et les personnes achètent énormément de plantes dans les pépinières Ouais, oui. et qui vendent des plantes exotiques aussi. Alors soit ce plante exotique meurt, donc ça c'est la meilleure chose qui peut arriver, soit il n'y a plus que ça, il n'y a plus que des plantes exotiques. Et ils mettent beaucoup d'engrais autour de leurs plantes. Et donc, ce sont les orties qui poussent ou les liserons. Donc, et donc, les plantes sauvages ne poussent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pesticides pendant des années. Même si on n'en met plus dans les jardins actuellement, Ouais. ça prend des années à revenir. Ça ne revient pas tout seul. Et si vous avez un jardin, parce que moi j'ai aussi un jardin, j'ai eu des jardins où on ne mettait pas de pesticides et que tous vos voisins en mettent, bah, vous avez la biodiversité chez vous, vous avez les abeilles qui viennent chez vous, bah, ça s'arrête là. C'est que du positif. Voilà. Merci Monique de nous avoir expliqué un petit peu ce qui te touche dans ce jardin, ce que tu y as trouvé. Moi je vais aller chercher un deuxième témoignage, celui de Catherine qui s'est aussi impliquée ici dans le jardin Oui. avec son mari. Je vais aller à sa rencontre. Merci beaucoup Monique. Bonjour Catherine. Bonjour. Nous, on a vu Monique juste avant qui a découvert ici le jardin de la Vouivre par hasard. Toi, c'est ton cas aussi avec ton mari Xavier. Vous êtes voisins et puis voilà, vous avez poussé un jour la porte et puis de fil en aiguille, vous vous êtes impliqués. Voilà, oui, exactement. Donc on a commencé par le potager. Donc sans doute là, vous aviez été avec Monique, hein, tout cet espace qui est vraiment beau. Et quand on a commencé à faire de l'apiculture, on cherchait un endroit où mettre les ruches. Ouais. Et là, on voit qu'il y en a pas mal. Voilà, il y en a à peu près 15. Ça varie parce que voilà, les ruches, elles essaiment, donc elles se dupliquent, on va dire. Donc parfois il y en a plus, parfois il y en a moins parce qu'on en vend. Ouais. Mais ici, c'était le terrain idéal en fait. Oui, Virginie, je suppose, était partante aussi dans son idée d'avoir de la biodiversité. C'était bienvenu, évidemment, d'avoir les ruches. Alors oui, elle était tout à fait partante parce que voilà, elle est très sensible à ça et que par ailleurs, dans un verger, ça a tout son sens. Ouais. Il y a énormément de pommiers, de cerisiers et du coup, les abeilles, ça permet de faire ce travail de pollinisation et que les fleurs deviennent fruits. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu es dans ce jardin? De la tranquillité, je dirais. Il est très tranquille. C'est un chouette coin. C'est super qu'on puisse y avoir accès pour le potager, pour les ruches ou pour nous, pour les enfants aussi. Ouais, pour les enfants, j'imagine Voilà, aussi que c'est super. pour les enfants, c'est très bien aussi. Un endroit comme il y en a peu finalement. Oui, je pense. En tout cas, ici, des gens qui ouvrent comme ça leur jardin, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup.
Et par rapport à ça, c'est très chouette. Virginie l'ouvre à différentes personnes. Et donc, c'est aussi gai pour nous de rencontrer des gens Ouais, c'est ça. quand Ouais, il y a on cet y aspect vient. social aussi, évidemment. Oui, voilà, de rencontrer des gens, de pouvoir échanger. Et ça, c'est assez agréable, quoi. Ah ben merci, Catherine. Moi, je vais aller retrouver Virginie, justement, pour continuer avec elle. Super. Eh ben, bonne journée. Merci à toi aussi. beaucoup. Au revoir. Virginie, on se retrouve dans un des recoins de ton jardin. C'est une cabane et tu leur voues un véritable amour à ces constructions. Tu en as créé beaucoup dans ta vie professionnelle? Oui, en fait, c'était ma deuxième activité professionnelle. J'avais besoin d'un refuge et j'avais construit pour moi une cabane, un endroit pour être seule, pour être protégée, pour pouvoir écrire, lire, etc. Et donc, on l'a présenté dans une foire de jardin. Et ça a eu tout de suite un engouement parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait que des chalets suisses. Et donc moi, je me suis basée plus sur les cabanes américaines ou les cabanes suédoises, plus dans l'atmosphère qu'il y avait en Angleterre et qu'on ne trouvait pas du tout ici. Et tu as révolutionné un petit peu la vision qu'on a de ces abris de jardin-là. Oui. Donc. Oui, en fait, depuis lors, les gens ont commencé à construire des cabanes avec les toits dans l'autre sens, avec des toits en tuiles de cèdre, avec des matériaux anciens, etc. Et faire des choses un peu plus jolies. Et donc tu l'as dit, ça crée véritablement une ambiance. Et bien ça, on l'a compris pendant toute l'émission, au fil de la découverte de ton jardin. Même s'il y a la partie sauvage, tu aimes scénariser un peu les choses. On passe par le labyrinthe, par exemple, et puis on arrive sur le potager. Il y a une véritable scénographie dans ton jardin. Oui, mais ça, c'est ma formation. J'étais dans le cinéma, et donc ça se retrouve dans mes jardins. J'ai besoin d'avoir chaque fois des points de vue, donc des plans fixes, des endroits où on s'assied, et puis on a des vues, et puis des passages d'un jardin à l'autre, d'une séquence à l'autre. Ça, c'est tout mon travail cinématographique qui se retrouve dans les jardins. Et c'est vraiment important pour moi. Alors oui, ce sont tous des jardins qui ont des structures, parce que je pense que la structure, c'est vraiment important, mais comme dans tout. Oui. Et puis ça permet aussi de laisser un peu plus de rondeur avec les plantes sauvages. Et même si pendant des années, on ne l'entretient pas, la structure reste. Et c'est un peu la colonne vertébrale. Ouais. Tu parles de jardins au pluriel, c'est parce qu'il y en a plein. En fait, tu crées des jardins de façon professionnelle avec ton activité Racines Nomades. Et ça, c'est un travail vraiment sur demande et de longue haleine aussi, bien souvent. Oui, parce qu'un jardin, ça ne se fait pas en une semaine. Un jardin, ça se fait sur du long terme. On n'a pas un jardin en un mois. Il faut d'abord le concevoir sur toutes les saisons. Et puis alors, il y a toute la partie de plantation. Et puis le jardin grandit, mûrit. Et donc ça prend du temps. Et puis aussi, quand on a un jardin, souvent on ne fait pas tout en une fois. On pose les bases. Et puis après, on avance petit coin par petit recoin en fonction en fait, aussi des projets des gens. Oui, c'est ça. Tu t'adaptes à la demande des gens, mais ça veut dire quand même que tu essayes de garder la même philosophie qu'on retrouve ici au Jardin de la Vouivre, dans les projets que tu crées. Les gens qui viennent me chercher, c'est parce qu'ils sont sensibles à ma poésie. Et donc, ce n'est pas un jardin, il n'y a pas une signature, mais il y a on reconnaît une certaine sensibilité. Voilà. Et est-ce que la façon dont les gens appréhendent leur jardin change avec le temps, avec les problématiques environnementales aussi auxquelles on est confronté? Tu vois un peu un changement de philosophie? Oui, je vois vraiment un changement parce qu'au début, il y a 25 ans, quand je venais avec mes mauvaises herbes et mes plantes sauvages, les gens préféraient quelque chose de bien propre et bien net. Et puis aujourd'hui, ils sont plus demandeurs et demandeurs d'apprendre des choses par rapport à ça et de pouvoir avoir un autre regard sur les jardins plus sauvages.
J'espère que vous avez apprécié cette visite du jardin de la Vouivre et cette rencontre avec Virginie. N'hésitez pas à venir à sa rencontre dans son jardin ici à Lannes. N'oubliez pas également que si vous êtes vous-même un colibri, si vous avez lancé un projet de transition ou de développement durable, vous pouvez nous le faire savoir par mail. Durant l'été, les colibris se reposent. On se retrouve en septembre, fin septembre, pour un nouveau numéro.